Pour les prochains films, en fait, comme j'ai pas trouvé les boîtiers mais que j'ai encore les DVD, je vais simplement vous les montrer comme ça, tout simplement. Le prochain film dont on va parler, c'est Waterworld, avec Kevin Costner, réalisé par Kevin Reynolds. C'est pas anodin comme information parce que juste avant, ils avaient explosé les records au box-office en réalisant et en jouant Robin des Bois, Prince des voleurs. Donc ils pensent récidiver en faisant un autre film à très grand spectacle, et en fait le problème c'est que littéralement le film il a coulé à pic quoi. Et en plus il a été dégommé par les critiques à l'époque. Donc est-ce que Waterworld est un bon film? Malheureusement non. Mais attendez un petit peu. D'abord, l'histoire, c'est un film de science-fiction écrit entre autres par David Twohy, et oui, encore lui, qui se passe en fait dans le futur, après la fonte des glaciers, donc l'océan a quasiment tout recouvert, il n'y a plus une terre habitable sur la planète, et tout le monde vit soit sur des navires géants, soit des petits bateaux individuels, soit sur des atolls artificiels. Mais il y a une légende comme quoi il paraît qu'il existe encore un morceau de terre caché quelque part qui s'appelle donc Dry Land, la terre sèche. Et tout le monde dans le film va essayer de découvrir où ça se trouve. Le héros du film, donc, c'est Kevin Costner. Et dans le film, il joue un loup solitaire, en fait, qui aime bien rester à l'écart de la civilisation, parce que justement, il cache un secret particulier. Il est capturé, et au moment où il va être jugé pour un crime qu'il n'a pas forcément commis, l'atoll lui-même est attaqué par des smokers. C'est un groupe de bandits, en fait, qui sont les rares à utiliser des armes à feu, qu'on appelle les smokers, parce qu'ils fument, mais surtout parce que ils ont accès à l'essence, ils ont des bagnoles, ils ont des avions, et ils ont des armes à feu. L'atoll est attaqué, il s'échappe, en emportant avec lui une petite fille qui, apparemment, serait la seule à savoir où se trouve l'île cachée. Le film, à l'époque, il a fait beaucoup parler de lui, parce que ça a été un gouffre financier. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment essayé de construire l'atoll artificiel grandeur nature en plein milieu de l'océan, et ça a coûté une fortune. Malheureusement, il y a un ouragan qui a tout balayé, et il a fallu littéralement le reconstruire à zéro. Donc ça a foutu un gros coup dans le porte-monnaie. L'acteur principal, donc Kevin Costner, il n'aimait pas forcément son personnage, il voulait le rendre plus héroïque, mais le réalisateur, lui, il trouvait que c'était plus intéressant d'en faire un anti-héros misanthrope qui déteste tout le monde. Donc il y a eu un clash aussi au niveau des deux stars. Et comme ça suffisait pas, quand il est sorti au cinéma, il a été charcuté au montage pour arriver à faire une durée à peu près correcte de 2 heures et quelques. Un peu comme Dune en fait. Après sinon, il a quand même eu une nomination aux Oscars pour le son, parce que les effets sonores sont très réussis. C'est vraiment cool, surtout au niveau des fusillades, d'explosions, tout ça, il y a un bon effet de résonance. Dans le casting, j'aime beaucoup la performance de Dennis Hooper, qui juste avant avait fait un méchant psychotique très similaire dans Speed avec Keanu Reeves. Et en plus, si vous regardez bien, vous verrez Jack Black dans un de ses premiers rôles à l'écran. J'ai toujours eu un faible pour ce film parce qu'il a beaucoup d'idées géniales qui ne sont pas forcément très bien réalisées ou très bien exploitées, mais il y a toujours eu un potentiel et je me suis dit, s'il avait eu plus de budget et plus de temps pour être filmé correctement, ça aurait pu être un excellent film d'aventure de science-fiction. Eh bien écoutez, si vous avez l'occasion, essayez de trouver la version qui s'appelle Ulysses Cut. Je ne sais pas si elle est disponible dans le commerce ou si vous pouvez le trouver sur internet, mais c'est une version du film remontée qui dure à peu près 3 heures et les personnages sont beaucoup plus développés. L'histoire est largement plus cohérente, il y a beaucoup moins de coupes intempestives dans le montage, et en termes de produit fini, c'est vraiment un classique qui manque de peu d'être réhabilité, quoi. Kevin Costner, Dennis Hopper, Gene Triplehorn. Waterworld. Alors après, pour le prochain film, c'est rigolo parce que je vois que c'est encore Jude Law qui apparaît sur la couverture. Il était partout celui-là, dis donc, à l'époque.
Donc là, je vais parler maintenant de Existence, ou Existence Z, je ne sais pas comment on dit. Alors, c'est un film de David Cronenberg, dont on a déjà parlé avec Scanners, par exemple. C'est l'histoire d'une fille qui développe des jeux vidéo, c'est une game designer en fait, et elle est attaquée par des terroristes qui cherchent à l'assassiner et s'emparer de son projet. Elle se trouve sous la protection de ce mec qui est joué par Jude Law en fait, et après tout le film c'est une course-poursuite où ils essaient d'échapper aux assassins. Là encore, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui est vraiment intéressant d'un point de vue visuel et thématique. D'abord, le film se passe soit dans la réalité, soit dans la réalité virtuelle, mais on sait jamais où on se trouve parce que les deux sont filmés de façon identique. Donc c'est un film qui rend assez paranoïaque puisqu'on ne sait jamais dans quel monde on se trouve. Comme c'est du Cronenberg, il y a toujours ce côté très poisseux et très dérangeant dans l'esthétique. C'est-à-dire que Cronenberg il aime bien jouer avec les parties du corps montrées de façon extrêmement crue et organique. Par exemple, dans Vidéodrome, il y a le mec qui s'enfonce la main dans le bide pour ressortir un flingue, quoi. Et là, c'est un peu pareil, sauf que c'est l'inverse. C'est les armes elles-mêmes qui sont complètement organiques. It's just a game. Je suis pratiquement certain que ça a inspiré le jeu Scorn qui est sorti récemment, non seulement donc qui a été influencé par l'esthétique de Alien et de H.R. Giger, mais aussi avec les armes méca organiques en fait de Existence Z. J'aime beaucoup le casting, il y a Jude Law donc dans le rôle principal. L'actrice est jouée par Jennifer Jason Leigh, qui fera ensuite Les 8 salopards de Tarantino, où elle sera nominée à l'Oscar. Et il y a aussi Ian Holm, qui est un acteur que j'adore, qui a une carrière phénoménale, et on peut le voir non seulement dans Alien de Ridley Scott, mais aussi carrément dans Le Seigneur des Anneaux. I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. Après, le scénario, il est assez bateau, mais comme j'ai dit, le film vaut avant tout pour son casting et son esthétique particulièrement dérangeante. Le prochain film dont je vais vous parler, c'est du réalisateur Stuart Gordon, dont je connais pas trop la carrière, à part qu'il a fait des films d'horreur, de comédie et d'horreur gore, mais assez marrants, comme par exemple Reanimator, dont je vous parlerai peut-être une prochaine fois quand je ferai une liste des films d'horreur à découvrir. Mais, pour cette fois, je vais plutôt vous parler de son film, donc, Fortress. Fortress, c'est un film de science-fiction avec Christophe Lambert, qui était à l'époque à la fois une grande star du cinéma et la risée du public, parce que malheureusement, il a enchaîné beaucoup de nanars. Un être sain d'esprit ne voudrait pas affronter cette chose. Je suis un être un peu différent des autres. Ça, il va falloir le prouver. Et Fortress, on va dire que c'est un peu entre les deux. Dans tous les cas, ça vaut le coup de le découvrir si vous cherchez un film de SF particulièrement gore, brutal, et avec un acteur qui est quand même assez sympathique, quoi. Je veux dire, rien que pour son rire, tout le monde aime Christophe Lambert. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Au niveau de l'histoire, c'est un groupe de détenus qui est envoyé dans une prison haute sécurité. Et quand je dis haute sécurité, c'est que si ils essaient de s'échapper, ils ont un collier, et le collier, carrément, il explose, et donc, voilà, quoi, ça les tue net. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais si vous cherchez un film d'action et de SF particulièrement sanglant, dont l'extrême violence rappelle parfois Total Recall et les films de Verhoeven, Fortress, c'est quand même sympa à voir au moins une fois. Voilà. Christopher Lambert, Fortress, where the punishment is the ultimate crime. Alors maintenant, dans la SF décomplexée, pas forcément petit budget, mais complètement série B, je vous présente The Faculty. Alors ça se passe dans un lycée quelconque aux États-Unis. Le personnage principal, il est joué par Elijah Wood, donc Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, et
il se rend compte que certains de ses profs, en fait, du jour au lendemain, ils ont complètement changé de comportement et ils ont une attitude vraiment très étrange. Et en fait, il va découvrir que ces professeurs, donc, ont été possédés par des extraterrestres qui prennent une apparence humaine. Mais c'est pas tout, parce que maintenant, ces aliens parasites, ils vont essayer de contrôler tous les étudiants. Et donc, lui, forcément, au début, personne ne le croit. Il va pourtant former une petite équipe, notamment avec Josh Hartnett dans un de ses meilleurs rôles, et essayer de renverser la situation. Alors, The Faculty, c'est un film de Robert Rodriguez, que vous connaissez certainement, puisqu'il a fait des films particulièrement jouissifs, bourré d'action et d'effets spéciaux. Il a fait par exemple Desperado avec Antonio Banderas. C'est lui qui a fait Sin City avec un casting de dingue. Et très récemment, il a fait un film que j'adore qui s'appelle Battle Angel Alita, l'adaptation de mon manga favori Gun, dont j'ai fait une critique en vidéo. Mais franchement, t'aurais préféré quoi? Qu'il abandonne son bébé à un clampin d'Hollywood qui va gerber allègrement sur le projet? Ou qu'il le file à un de ses meilleurs potes en qui il a entièrement confiance? Ouais, c'est pas faux. C'est allègrement que tu comprends pas? The Faculty, c'est un film de série B qui se prend pas du tout au sérieux. On est juste là pour bouffer du popcorn et apprécier le divertissement. C'est un très bel hommage à L'invasion des profanateurs de sépulture, un film de SF classique des années 50 qui était aussi fait un remake des années 80. Et surtout, c'est un film qui a un super casting, parce que non seulement on a Josh Hartnett et Elijah Wood dans les rôles principaux, mais parmi les profs, on trouvera notamment le T-1000 de Terminator 2, donc Robert Patrick, et Famke Janssen, qui ensuite deviendra une star grâce à son rôle dans X-Men. Donc pour résumer, très bon film de SF, bourré de références aux grands classiques, super casting, très très bonne réalisation, effets spéciaux impeccables, et c'est à regarder entre potes sans prétention, quoi. The Faculty. On a passé beaucoup de temps à parler de films d'action, films de science-fiction de série B, plutôt grand spectacle divertissement. Maintenant, on va se calmer un petit peu et parler de la science-fiction beaucoup plus mature, avec des films soit contemplatifs, soit introspectifs. Et on va commencer par quelque chose qui s'appelle Silent Running. Silent Running est un film de 1972 réalisé par Douglas Trumbull, le réalisateur des effets spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace. L'acteur principal, c'est Bruce Dern, qui a eu une gigantesque carrière, mais si vous ne le connaissez pas, il a été nominé 2 fois aux Oscars, notamment pour son rôle récemment dans Nebraska, et vous l'avez peut-être vu dans Les 8 salopards de Tarantino. Dans ce film, il est tout jeune et il est en fait embarqué dans une navette spatiale pour refleurir la Terre. Alors en fait, il y a eu une guerre nucléaire, il n'y a plus du tout de végétation et il y a quelques astronautes qui partent dans une navette avec différentes plantations pour pouvoir les faire repousser dans l'espace. Ils sont 3 ou 4 dans l'équipage, plus que quelques robots assez marrants, je crois qu'ils peuvent jouer aux cartes ou un truc comme ça, enfin c'est assez rigolo. Et Bruce Dern, lui, il est un peu en retrait, il aime beaucoup ce qu'il fait, mais il n'aime pas forcément passer du temps avec le reste de l'équipage. Et au bout d'un moment, il y a un conflit qui se crée, il se débarrasse d'eux, et il reste seul à bord avec les robots et ses plantes. Le mec, c'est pas forcément un héros, au contraire, c'est un anti-héros qui préfère passer plus de temps avec ses plantes qu'avec d'autres êtres humains. Un peu comme Jean Reno dans Léon, quoi. Donc c'est un film de SF où il se passe pas grand chose. Il est inscrit en fait dans un mouvement de science-fiction écologique qui était assez populaire dans les années 70. Par exemple un peu comme Soleil Vert qui est sorti juste 1 an après. Donc si je devais le comparer à un film récent, ce serait Seul sur Mars avec Matt Damon. La différence c'est que là, Bruce Dern il est accompagné de petits robots assez marrants et il a aucune envie de rentrer sur Terre. The man has a full house and he knew it. Maintenant, dans un genre assez similaire, c'est-à-dire philosophique introspectif, je vais vous présenter Enemy Mine.
En français, je crois que c'est Ennemi. Là encore, c'est un film qui s'est fait ramasser au box-office, qui a vraiment pas eu une bonne carrière, et je pense qu'il mérite d'être un petit peu réhabilité quand même. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est un film touchant et qui est assez original pour qu'on en parle. D'abord, il est sorti en 85, réalisé par Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, puisqu'il a fait un de mes films d'enfance que j'adore, qui s'appelle L'Histoire sans fin. Mais il a aussi réalisé un des plus grands films de guerre de tous les temps, qui s'appelle Le Bateau, un film allemand de 4 heures qui se passe dans un sous-marin. Il faut connaître, hein, mais c'est vraiment un film excellent. Et il a fait notamment 3, qui est assez bancal, même s'il est très bien réalisé, avec un des meilleurs rôles de Eric Bana, dans le rôle d'Hector. Mais si vous tombez sur la version longue, il est encore meilleur, avec des scènes de violence beaucoup plus réalistes, et surtout un bien meilleur développement de personnages. Bref, revenons donc à notre ennemi. Déjà, j'imagine pas la galère des producteurs à essayer d'attirer le public dans les salles, en leur faisant croire à une espèce de film épique et grandiose avec une belle histoire d'amitié et tout ça. Et en plus, si vous regardez la bande-annonce, vous allez voir tout le film, tous les spoilers. Donc surtout, restez éloignés. D'abord, c'est un film qui est minimaliste au possible, puisqu'il n'y a que 2 acteurs dans tout le film. Le premier, il est joué par Dennis Quaid, que vous avez vu dans beaucoup de films, même si vous ne connaissez pas son nom. Mais pour moi, il a surtout interprété Bowen dans Cœur de Dragon, qui est, je pense, un des films d'aventure des années 90 les plus sous-estimés. L'acteur face à lui, c'est Louis Gossett Jr. J'ai vu aucun de ses films, mais il paraît qu'il a reçu une récompense comme meilleur acteur de série télé, tout ça, pour la série Roots, qui raconte le périple des Africains qui sont kidnappés dans leur pays pour être ensuite acheminés dans le sud des États-Unis et bosser dans les plantations. Pour revenir à l'histoire, c'est un combat entre 2 races, et donc il y a 2 soldats que tout oppose, de 2 races différentes qui se retrouvent sur la même planète. Alors au début, bien sûr, ils se tirent dessus et essaient de se tuer, mais au bout d'un moment, ils vont être à court de munitions, ils vont se rendre compte que les secours ne viendront pas, que les renforts les ont oubliés, et ils vont se retrouver obligés de faire équipe pour survivre. Donc c'est un côté très Robinson Crusoe, mais ça m'a beaucoup fait penser à Derzu Uzala de Kurosawa, quand un chasseur de tigres chinois ou je sais plus quoi accompagnait un bataillon russe dans la jungle pour leur servir de guide. Et il leur montrait en fait comment survivre dans la toundra en créant un abri, et il y avait un côté humain très réaliste et surtout très chaleureux qu'on retrouve aussi dans Ennemi. Parce qu'en fait, bien sûr, ils vont se partager leur culture, ils vont apprendre à se connaître, tout ça. Donc c'est un film qui est assez émouvant, surtout vers la fin, je vous en dis pas plus. Et bien sûr, c'est un film qui tient uniquement sur la performance des acteurs et sur son scénario. Et surtout, il y a des bonnes répliques, ils se balancent des vannes. I need to look at another face, even as ugly as yours. We should open up a little place here. I could ruin the food. You could scare away the customers. Donc voilà, c'est assez rigolo, c'est bon enfant, mais il y a aussi un message très anti-militariste et pacifique qui montre que plutôt que de s'abandonner à la solitude, les 2 soldats que tout oppose préfèrent donc se lier d'amitié et s'entraider pour survivre. Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., Wolfgang Petersen's Enemy Mine. Maintenant, on entre vraiment dans le domaine de l'expérimental. Je pense que c'est un film dont la plupart d'entre vous n'ont même pas entendu parler, même si vous connaissez peut-être le premier, parce que c'est une suite, qui s'appelle Rocky Horror Picture Show. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Et donc ça, c'est la suite. Je vous présente Shock Treatment. Alors, comparé à l'original qui a atteint au fil des années un statut de film culte, il n'y a pas grand monde encore aujourd'hui qui est conscient qu'il existe donc une suite qui s'appelle Shock Treatment. Et il est sorti de l'indifférence générale.
En plus, même si c'est censé être les mêmes personnages, ils sont interprétés par des acteurs différents. Susan Sarandon est remplacée par Karen Allen, qu'on a pu voir dans Indiana Jones. Mais après, je pense surtout que c'est une suite qui n'a pas trouvé son public quand elle est sortie, justement parce qu'il était vraiment différent de l'original et qu'en plus il était un peu en avance sur son temps. Ce qui dit par rapport à la santé mentale des téléspectateurs, la façon dont les gens se deviennent complètement schizophrènes, paranoïaques, à se forcer à se mettre toujours en avant pour se représenter à l'écran, un peu comme je fais maintenant, hein, malgré tout, faut pas se le cacher. C'est un film qui appuie beaucoup sur les points sensibles très intéressants. Il faut savoir que la télé-réalité, ça a commencé à prendre son essor dans les années 2000 et quelques. Or, ce film est de 1981. Je pense vraiment que s'il était sorti quelques années plus tard, il aurait peut-être eu un meilleur succès, parce que la façon dont il se moque de la société contemporaine et de l'hypocrisie des médias en général, on verra ça de façon très similaire dans The Truman Show quelques années plus tard. Au niveau de la musique par contre, c'est le même mec, Richard O'Brien, donc qui fait la musique et qui reprend son rôle de l'original. Et il y a vraiment des chansons très sympas qui méritent qu'on s'y attarde. On retrouve aussi la sublime Patricia Quinn, je crois qu'elle s'appelle. C'est à elle qu'appartiennent en fait les lèvres sur l'affiche de Rocky Horror Picture Show. La mise en scène, elle part aussi dans tous les sens, les costumes sont extravagants, les personnages sont loufoques. Je pense que c'est vraiment un film qui devrait avoir un statut de culte, juste pour ce qu'il essaie d'entreprendre, et dans l'ensemble, il y réussit. Trust me, I'm a doctor. Et pour finir, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que le nouveau volet de la planète des singes va sortir très bientôt, s'il n'est pas déjà sorti quand cette vidéo sera terminée, et je pense que c'est une des sagas de science-fiction les plus sous-estimées de ces dernières années. Et il faut vraiment lui donner sa chance. Alors la planète des singes, si vous ne connaissez pas forcément, à la base c'est un bouquin de Pierre Boulle qui a été adapté en film en 68. Je n'ai vu aucune de ses suites, par contre le premier est vraiment excellent. Puis il y a eu un remake en 2001 de Tim Burton qui malheureusement s'est cassé la gueule parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de production. Et on n'a plus entendu parler de la saga jusqu'en 2011 où un réalisateur dont j'ai oublié le nom a remis l'histoire au goût du jour en faisant un film qui s'appelle, je crois, Le Soulèvement de la planète des singes ou un truc comme ça, ou La planète des singes des origines, je sais plus ce que c'est en français, mais c'est vraiment le second volet, L'affrontement, sorti en 2014, qui m'a complètement bluffé. Visuellement, il est incroyable, mais surtout au niveau du scénario, les personnages sont beaucoup plus complexes qu'à l'accoutumée et la société des singes est absolument fascinante. Et en plus, le réalisateur c'est Matt Reeves, et quand j'ai vu son travail sur ce film, je me suis dit, lui, il faut vraiment suivre sa carrière parce que ça va être quelqu'un qui va monter très rapidement. Quelques années plus tard, donc, il fera le troisième volet, La planète des singes Suprématie, dont j'ai fait une critique en vidéo si ça vous intéresse, le lien est dans la description. La planète des singes est à la science-fiction grand spectacle ce que Logan est au film de super-héros Marvel. Un drame personnel et brutal, filmé comme un western crépusculaire et doublé d'une allégorie efficace sur les travers de notre société. Bon, par contre, il n'est pas aussi violent que Logan, faut pas déconner non plus. Là aussi, ça a été une méchante claque, aussi spectaculaire que intimiste, avec des acteurs qui sont parfaits. Et surtout, c'est un film qui est particulièrement ambitieux dans sa narration, puisque la moitié du film se déroule littéralement en langage singe sous-titré. Juste après ce film, Matt Reeves sera engagé pour tourner le dernier Batman. Donc avant d'aller voir le prochain volet au cinéma, si c'est pas le cas, revoyez-vous la trilogie La planète des singes. Apes together, strong! Have you come to save your apes? I came for you. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Normalement, quand elle sortira, je la couperai en 3 parties pour que ce soit plus facile à visionner. Mais dans tous les cas, mon intention principale, c'était de vous faire découvrir des petits chefs-d'œuvre passés un peu inaperçus à leur sortie, ou simplement
réhabiliter des films de série B sympas à regarder quand même, simplement pour le fait qu'ils ne soient pas forcément connus. Si jamais vous connaissez déjà ces films ou que vous voulez m'en proposer d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis et je réponds à chaque fois. Si vous voulez supporter la chaîne, abonnez-vous, ça fait également toujours plaisir. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!